Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur l'actualité qui a dominé cette semaine avec à mes côtés ce soir Patricia Lémonière, grand reporter. Bonsoir Patricia, spécialiste des questions internationales. Votre dernier ouvrage Géopolitique du Sahel est publié aux éditions PUF. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Je rappelle la une du mois d'avril, l'Afrique face à la guerre et l'onde de choc du conflit au Moyen-Orient sur le continent africain. Face à vous, Julie Conan est avec nous ce soir. Bonsoir Julie, Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Adjointe au chef du service Monde à La Croix, en charge d'ailleurs du projet du Moyen-Orient, et la une de l'hebdo, La Croix l'hebdo cette semaine, Russie, l'empire de la délation. Et à vos côtés, CAC, dessinateur et président de Cartooning for Peace. Bonsoir CAC. Merci beaucoup à vous également d'être avec nous ce soir. Au sommaire, donc la réouverture du détroit d'Ormuz à la circulation commerciale durant toute la durée du cessez-le-feu avec les États-Unis. Annonce faite tout à l'heure par l'Iran. Les États-Unis maintiennent toutefois leur blocus des ports iraniens pour le moment. Un dénouement accueilli avec beaucoup de prudence par les pays non belligérants réunis à Paris autour d'Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer. Également au sommaire, l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Hezbollah au Liban. Déjà plusieurs violations de ce cessez-le-feu ce vendredi. Malgré tout, des milliers d'habitants du sud du Liban déplacés par la guerre retournent dans leur foyer. Israël, qui dit aspirer à une paix durable avec le Liban, a demandé à la population de ne pas revenir dans la zone au sud du fleuve Litanie. Et puis cette tournée historique du pape Léon XIV sur le continent africain, Algérie, Cameroun, Angola et Guinée équatoriale au programme. Le pape qui, parallèlement à cette tournée, est la cible de l'administration américaine et surtout de Donald Trump, piqué au vif, semble-t-il, par les critiques du souverain pontife envers sa guerre justement sur l'Iran. Bloqué donc durant un mois et demi avec des conséquences majeures sur l'économie mondiale, le détroit d'Ormuz a rouvert à la circulation commerciale et le restera durant toute la durée du cessez-le-feu avec les États-Unis. Annonce faite tout à l'heure par l'Iran, confirmée depuis par Donald Trump qui a même remercié Téhéran. Les États-Unis maintiennent toutefois leur blocus des ports iraniens pour le moment. Ces derniers développements ont été accueillis, je vous le disais, avec soulagement mais prudence aussi par les pays non belligérants réunis à Paris autour d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Keir Starmer dans le cadre d'un sommet qui vise à mettre sur pied une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz. On écoute le président Macron. Tout cela va dans la bonne direction, même si nous notons que cette réouverture d'Ormuz est conditionnée à une route coordonnée par les autorités iraniennes elles-mêmes et que les États-Unis ont indiqué vouloir maintenir un blocus ciblé aux navires iraniens. En tout cas, tout cela fait avancer par la diplomatie la situation. Bon, Patricia, réouverture de ce détroit d'Ormuz qui a donc été annoncé. Pas mal de déclarations quand même qui entretiennent le flou. Ça ne veut pas dire pour autant une liberté de navigation totale, hein, évidemment. Alors effectivement, on ne sait pas en détail ce qui se cache derrière toutes ces déclarations, puisque les Iraniens disent « nous, on lève le détroit, mais vous devez passer dans notre région ». Il y a deux canaux, il y a le canal nord, sous contrôle iranien, et le canal sud, grosso modo, qui était le canal international, plutôt dans la région omanaise. Bon, les Iraniens disent, vous pouvez passer par le nord, et c'est ouvert, il n'y a plus rien. Au même moment, Donald Trump dit aussi, ah oui, puis alors ils sont en train de déminer avec notre aide. Et il ajoute, mais on a quand même notre blocus dans le sud. Et puis, il y a des bateaux qui passent et qui sortent en ce moment. C'est pas bien s'ils vont atteindre le blocus. Enfin, si vous voulez... Donc, on est encore en négociation. On est encore en négociation. Enfin, ce qui est important quand même de voir, c'est que les Iraniens ont accepté d'annoncer en tout cas qu'ils levaient le blocus après l'annonce du cessez-le-feu intempestif de Donald Trump au Liban. Et souvenez-vous, si on doit remonter un tout petit peu, les Iraniens avaient dit on veut bien négocier avec les Américains si il y a cessez-le-feu au Liban. Même si Donald Trump dit que les deux dossiers sont décorrélés. Mais on s'en moque. Nous, on est là pas pour suivre ce que dit Donald Trump, on est là pour observer les faits. Et les faits nous disent donc que Donald Trump, finalement, a dit, bon, ok, on prend en considération cette demande de l'Iran et je l'impose à mon allié israélien. Donc l'allié israélien, finalement, il m'obéit. Et comme moi, je veux à tout prix la paix, eh bien, j'en passe
par les volontés iraniennes qui sont, il faut intégrer le Liban dans tous les accords. Donc, si vous voulez, bon, il a beau dire que c'est une grande victoire pour Donald Trump, qu'il arrive à cesser le feu et qu'il libère le détroit d'Ormuz. Enfin, il passe quand même par quelques fourches codines iraniennes. Ziad, on a entendu Emmanuel Macron réagir à ce déblocage, en tout cas pour le moment, du détroit d'Ormuz. On l'a senti quand même très prudent et il maintient que son projet avec Keir Starmer de mission de sécurisation du détroit d'Ormuz reste plus que jamais valable. Donald Trump, lui, laisse entendre qu'il n'a pas besoin des Européens. Il a dit un peu plus sèchement que ça. Oui. Il a dit « stay home ». Pas, vous n'étiez pas là quand c'était la guerre, vous n'allez pas venir. Quand je vous ai demandé de l'aide. Toujours avec son discours, sur vous nous avez pas été présent. Et puis quand même une attitude vis-à-vis de l'Europe et de l'OTAN qui est très ambiguë, parce qu'à la fois il y a un discours vous êtes nuls, vous n'étiez pas là quand il fallait, etc. Mais quand on voit sur les cartes les flux aériens, les flux de transport de troupes, les flux d'avions ravitailleurs, etc., tout ça transite par des bases OTAN en Europe. Et donc toute la techno-armada américaine ne fonctionnerait pas réellement sans Rammstein en Allemagne, sans je ne sais pas où en Angleterre. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Pour en revenir à Macron, je pense qu'il exprime en fait ce que tout le monde rêve tout bas. C'est-à-dire que ça s'arrête parce que les dégâts économiques sont majeurs, parce que le prix, certes, les prix de l'énergie est descendu aujourd'hui de 7-8%, mais ça peut remonter de 15% demain. On en parlait un petit peu avant, les primes d'assurance sont énormes, les dégâts collatéraux, on en a parlé sur l'agriculture, sur les engrais, sur les plastiques, sur la chimie, sur toutes sortes de produits, c'est le bazar. Le flux ne va pas se remettre en place tout de suite. J'ai vu un appel... un avertissement de je ne sais quelle organisation d'aviation civile qui a dit qu'en Europe, on pouvait être à court de jet fuel dans 6 semaines. Je ne sais pas si on s'imagine Roissy-Charles de Gaulle sans jet fuel, quoi, ou London... Plus d'avions dans le ciel. Ou plus d'avions. Donc tout ça, les gens ont besoin que ça change. Le petit truc européen, c'est de dire on ne va pas laisser les Iraniens et les Américains faire leur business ensemble et finalement privatiser Hormuz avec leurs amis émiratis, les Omanais dans le coup, et nous, on va se retrouver à payer la taxe, ça va être nous qui... Donc je pense qu'il y a quand même ce calcul aussi de desserrer un possible, je dis bien possible, parce que les positions sont quand même très lointaines encore entre Iran et États-Unis, mais un possible deal qui se ferait sur le dos de tout le monde, y compris japonais, coréens, etc. Et Julie, dans le même temps, donc Donald Trump assure que le blocus américain reste entier sur les ports iraniens. On l'a dit, les négociations sont toujours en cours. Donald Trump parle même de discussions potentiellement dès ce week-end avec l'Iran. Là, l'objectif, c'est donc de mettre une pression maximale sur le régime iranien et couper donc ses revenus pétroliers. Oui, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est en train de se réjouir d'un déblocage d'une situation qui n'existait pas avant cette guerre. C'est quand même ahurissant, c'est-à-dire que cette séquence montre le pouvoir qu'a gagné finalement l'Iran, qui avait ce levier, on le savait, mais là qu'il a utilisé à 150%. Donc on se réjouit de cette situation. Maintenant, effectivement, on ne sait pas, on parle du week-end pour les prochaines négociations. Un des éléments qui va être central dans cette négociation, qui est une obsession de Donald Trump et des Israéliens a fortiori, c'est le nucléaire, qui est l'éléphant dans la pièce dont on ne parle plus, mais qui a servi des positions extrêmement divergentes. Exactement, qui a servi de prétexte au lancement de cette guerre. Donc Donald Trump, en gros, pour résumer, il veut que ce programme soit suspendu, c'est ça, durant 20 ans ? Oui, c'est ce qu'il a demandé. Voilà, et l'Iran est d'accord pour 5 ans. C'est une énorme ligne rouge pour l'Iran, ça l'a toujours été, on ne le découvre pas. C'est-à-dire que l'enrichissement, pour lui, c'est essentiel. Et là, la question, c'est qu'effectivement, on sait que l'Iran a subi des dommages colossaux sur son programme, mais ni les États-Unis ni Israël n'ont mis la main sur l'uranium enrichi. Donc là, Trump tweet en parlant de paillettes, etc. Mais quid de cet uranium enrichi ? Qui va s'en occuper ? On parle des Russes, comme c'était le cas dans l'accord de 2015 que Trump a dénoncé. Et finalement, le cœur du problème n'est pas résolu. Oui, Patricia, toujours aucune avancée effectivement sur cette question de l'uranium enrichi. Oui, enfin là, lui, il en parle en disant on va prendre... Les Iraniens ont accepté de nous rendre leurs paillettes. Enfin, les paillettes, c'est les 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ou leurs paillettes ou leur poussière. Il est encore plus méprisant, c'est de la poussière. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il faut quand même se dire deux choses. C'est si Donald Trump n'avait pas été le président des États-Unis, nous n'aurions eu pas effectivement le détroit d'Ormuz bloqué, mais surtout on n'aurait pas
les 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Là, on va revenir finalement à l'accord de 2015. Parce que ces 440 kilos d'uranium enrichi, ils ont été enrichis quand ? À partir du moment où Donald Trump, en 2018, a pris l'accord qui limitait l'enrichissement des Iraniens à un seuil d'autour de 3,5% ou 4 ou 6, je ne sais plus exactement, il l'a déchiré et à partir de ce moment-là, les Iraniens ont fait remonter complètement l'enrichissement parce que la partie du gouvernement, la tendance dure du gouvernement qui suppliait, qui demandait au guide suprême de passer à la bombe, avait pris la main. Donc toutes ces décisions radicalisent le régime à chaque fois. Non, mais surtout toutes ces décisions sont dues à Donald Trump. La guerre d'aujourd'hui est due à Donald Trump. Et deuxièmement, l'enrichissement auquel sont arrivés les Iraniens et la radicalisation du régime. Parce que avant la guerre, le régime, excusez-moi, était un peu moins radical que celui qui est aujourd'hui aux manettes à Téhéran. Donc on a quand même un cocktail incroyable et donc on va se réjouir. Et surtout Donald Trump, qui va forcément aboutir, parce qu'ils vont lâcher sur les 440 kilos. Je ne sais pas s'ils vont les donner aux Russes, si c'est les Pakistanais, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre là. Si c'est les Pakistanais, puissance nucléaire, qui vont les récupérer, les Iraniens vont lâcher sur les 440 kilos, à un moment donné ou à un autre. Parce ils ont besoin d'une chose, c'est qu'on débloque les avoirs qui sont gelés et on délève les sanctions parce que leur économie est à genoux. Enfin, veut dire, ils sont exsangues, donc c'est bien gentil de faire la répression et de mettre tout le monde en prison et de pendre des gens, mais à un moment donné, il faut quand même satisfaire le peuple. Et donc, pour satisfaire le peuple, il faut lui donner à manger. Donc, ils ont besoin d'argent. Donc, ils vont donner des choses à Donald Trump, et Donald Trump va dire, ben voilà, je suis le roi du monde, j'ai gagné, vive à moi le prix Nobel, et puis on va sûrement parler du Liban. La cerise sur le gâteau, ça serait effectivement d'avoir à Beyrouth... On va y revenir. Une jolie photo. Ziad, on sent quand même que Donald Trump est aussi empêtré dans ce conflit, qu'il essaye d'en sortir. Il y a quand même des critiques qui se font de plus en plus entendre aux États-Unis aussi. Les Américains, ils ont une relation aux guerres extérieures qui est assez complexe, parce que c'est à la fois, ils sont distanciés, parce que ça leur semble très loin. Toute l'Amérique, c'est vraiment un continent. Leurs préoccupations sont très internes, centrifuges. Bon, après, il y a les quelques grandes villes cosmopolites, globales, qui sont dans la discussion stratégique. Et puis, la deuxième chose qui les préoccupe, c'est l'impact direct sur leur quotidien. Donc, on sait très bien qu'aux États-Unis, à 6 mois d'une élection, ce qui peut faire l'élection, c'est la situation économique. S'il y a de l'inflation, s'il y a du chômage, s'il y a moins d'opportunités, hop, tout de suite, les sondages baissent. Et il y a des présidents très bien qui ont été dégagés parce que la situation économique s'était retournée au dernier moment. Donc, le problème de Trump, c'est bon, il ne reconnaît pas ses erreurs, mais il a quand même fait une erreur stratégique au départ en pensant que c'était une guerre courte, une victoire rapide, ce que lui avait dit, on l'a dit suffisamment sur ce plateau, les officiels israéliens et peut-être une partie de son appareil à lui. Il a contourné le veto timide de Vance et de quelques-uns qui lui ont dit « c'est pas sûr, c'est pas une bonne idée, on devrait pas le faire ». Et après, il suit son tempérament. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a les pieds dedans, il reste dans une espèce de dynamique, c'est moi le chef, c'est moi qui ai tout compris, c'est moi ce que disait Patricia. Donc, il est là-dedans, mais son horizon quand même, c'est les midterms dans 6-7 mois, c'est comment je fais pour ne pas être, après les midterms, ce président lame duck, c'est-à-dire ce président qui n'a plus de perspective, parce qu'un an après les midterms, on va rentrer dans la guérilla des primaires démocrates et républicaines. Donc lui, toute son adrénaline, tout ce qui le fait vivre à presque 80 ans, le plus vieux président des États-Unis de l'histoire, je crois, il me semble, qui gouverne le monde, et en plus il est un peu allumé, donc ça fait beaucoup. Et donc lui, c'est la survie. Et ce que j'ai décidé, ça va se faire envers et contre tout, même y compris de certains de ses proches, qui suivent comme ils peuvent la machine. Et Julie, je parlais des voix critiques contre les guerres de Donald Trump, contre les guerres aussi d'Israël au Moyen-Orient. Pas mal de critiques donc aux États-Unis qui disent que Donald Trump a été beaucoup trop influencé par Israël. Oui, la presse américaine s'en est fait l'écho, effectivement. Alors, il faut savoir que assez logiquement, les Israéliens le démentent. Puisqu'ils ne veulent pas endosser ce rôle. C'est évidemment difficile à savoir. On sait que Benjamin Netanyahou a fait 7 visites à la Maison-Blanche depuis le retour de Donald Trump, ce qui est absolument inédit.
Donc effectivement, on voit ce duo israélo-américain qui est beaucoup plus uni, même s'il y a des dissensions, que pendant la guerre des 12 jours. Ils ont tiré les leçons de cette guerre des 12 jours contre l'Iran, qui avait été déclenchée par Israël. Là, on sent que les États-Unis ont envie de reprendre la main. L'ego de Donald Trump n'y est évidemment pas pour rien. Voilà, et Donald Trump qui interdit ce soir Israël de pilonner le Liban, mais on va y revenir dans quelques instants. CAC, les dessins sur ce premier thème et notamment sur le détroit d'Ormuz. Il y a un peu de confusion chez les dessinateurs. Ils sont pas les Chez nous aussi. Alors, comme nous tous, ils ont du mal à suivre. Et donc, ils essayent de traduire ça dans leurs dessins. Donc, je vous propose de commencer avec ce dessin d'Hermann, grand dessinateur suisse. Dessin publié à la Tribune de Genève, Donald Trump. Nous aussi, on va bloquer le détroit d'Ormuz. C'est bien qu'ils se soient mis d'accord pour la public. Et on en est un peu toujours là, finalement. Ils se sont mis d'accord pour le débloquer. Mais est-ce que c'est débloqué ? Non, pour l'instant, c'est débloqué d'un seul côté, visiblement. Alors, du coup, à quoi ça ressemble graphiquement ? Emad Hajjaj, grand dessinateur jordanien, pour un dessin publié dans Al-Arabi Al-Jadid, essaye de nous montrer à quoi ça ressemble donc aujourd'hui. Voilà, vous avez donc c'est la version Trump Riviera. Hein, vous avez donc je trouve ce dessin graphiquement magnifique. Le Trump qui fait son petit blocage avec sa bouée, j'aime bien là, le chinois qui flotte, avec quelques mines avec son missile. L'Européenne Ursula dans sa bouée. Oui, il y a un petit peu des bombes, il y a de tout. Elle est sympa. Cette version piscine du détroit est assez sympathique. Et alors, pour rentrer dans le vif des débats et illustrer ce que Julie disait tout à l'heure, dessin de Kishkar, dessinateur israélien, bien connu des services, avec un jeu de mots. On n'en fait pas souvent, mais celui-ci, je le trouve assez joli. Ultimatum, ultime atome. Une manière très simple, en jouant avec les mots, de montrer qu'est-ce qui est au cœur des discussions. Et ce très beau dessin d'un maître, Mana Neyestani, dessinateur iranien réfugié en France depuis de nombreuses années, qui lui prend encore un peu plus de recul et il dit bon d'accord, on zoome sur la paix, mais alors qu'est-ce qui va se passer pour le peuple iranien si le régime reste au pouvoir, et on en parle plus après beaucoup. qu'on les ait incités à continuer à descendre dans la rue? Est-ce qu'on n'est pas en train de les oublier? Très très beau dessin de Mana Neyestani. Effectivement, merci beaucoup CAC, merci pour ces premiers dessins. On en parlait donc en lien avec cette situation, l'entrée en vigueur. Par ailleurs, au Liban, d'un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Hezbollah, quelques jours d'ailleurs après des pourparlers directs entre Israël et le Liban sous l'égide de Washington, une première depuis 1991, mais déjà plusieurs violations de ce cessez-le-feu ce vendredi. Malgré tout, des milliers d'habitants du sud du Liban déplacés par la guerre et les frappes israéliennes retournent actuellement dans leur foyer, tant bien que mal, puisque nombre d'infrastructures, notamment des ponts, ont été totalement détruits. Par ailleurs, Israël, qui dit aspirer à une paix durable avec le Liban, a demandé à la population libanaise de ne pas revenir dans la zone au sud du fleuve Litani et compte visiblement maintenir sa zone d'occupation justement à la frontière donc israélo-libanaise. On va écouter tout de suite des Libanais déplacés. On est très heureux du cessez-le-feu au Liban, car on est fatigué de la guerre et on veut la paix et la sécurité. Le Liban est un beau pays et on veut y vivre comme on l'entend. Comme chacun sait, il ne faut pas croire Trump sur parole et on ne peut pas faire confiance à Netanyahou non plus. Je ne pense pas que les personnes déplacées retourneront chez elles, car elles risquent de l'être à nouveau. Il faut un cessez-le-feu permanent et un accord durable. Ziad, donc un cessez-le-feu qui est déjà bien fragile avec ces violations aujourd'hui qu'on a vues. Il y a notamment un mort dans le sud du Liban selon un média d'État libanais. Netanyahou a été contraint à ce cessez-le-feu par Donald Trump. Enfin, en tout cas, il n'avait pas intérêt, lui, personnellement, à ce que ça s'arrête. Dans la stratégie militaire actuelle, ils n'avaient pas intérêt à ce que ça s'arrête maintenant. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas dû apprécier le ton. Parce qu'il y a quand même, vous parliez d'un partenariat, vous parliez d'une alliance. Je leur ai demandé, ils vont obéir. C'est rude, c'est-à-dire que pour l'ego, Netanyahou a le cuir épais, mais ça place quand même, ça le place en allié secondaire aux ordres du patron. Donc ça, c'est un. Deux, je pense que on commence à lire un peu l'objectif israélien, qui est que je ne suis pas dans les secrets militaires, mais je pense que le militaire se rend compte que détruire le Hezbollah, c'est infaisable. C'est-à-dire qu'il faudrait envahir tout le Liban, la Beka, Beyrouth, couper tous les accès, couper tous les trafics qui viennent d'un peu partout et qui rentrent avec des armes. Donc, je me dis, en fait, la stratégie, c'est de garder cette zone tampon et c'est pas gagné.
parce que ça va générer de la guérilla. Enfin, on va revivre le même scénario qu'il y a 20 ans. Cette zone tampon instable, mais qui permet en fait de reculer les roquettes du Hezbollah et d'essayer d'obtenir, par le biais de ces négociations de cessez-le-feu avec le gouvernement libanais, une espèce d'alliance à Beyrouth anti-Hezbollah qui ferait le boulot. Alors, on voit le chemin... On voit la distance du chemin qui reste à parcourir, mais en même temps, vous l'avez un peu entendu dans les interviews, on sent quand même une population exsangue qui est prête peut-être à des révisions déchirantes en termes de positionnement stratégique. Alors en tout cas, à l'instant, le président Aoun l'affirme, le Liban ne conclura aucun accord avec Israël qui porte atteinte à ses droits. Oui, donc ça fait référence à cette zone tampon. Patricia. Alors, je trouve que le président Aoun a pris quand même, il faut le saluer, une position très courageuse. Parce que ça va à l'encontre quand même de tout ce qui s'est produit au Liban jusqu'à présent. Et quand on marche en dehors des chemins tracés par le Hezbollah ou par le mouvement Amal et le président du Parlement libanais, qui est quand même très proche du Hezbollah, eh bien, on risque d'avoir une fin de vie un peu écourtée. Donc là, en ce sens, je pense qu'il a pris une position très, très difficile et effectivement, aujourd'hui, il ne peut pas aller plus avant. Enfin, je veux dire, oui, il veut le cessez-le-feu, il l'a obtenu. Et donc, je crois que... tout va dépendre, effectivement, aujourd'hui. Il sait qu'une partie de la population, le Liban, c'était, dans un premier temps, la population libanaise était assez contente de ce qui arrivait au Hezbollah. Parce que, franchement, même au sein des chiites, ils en avaient parfois un peu, si vous voulez, cet État dans l'État qui régit tout, ils en avaient un peu marre, vous voyez. Et puis, ils se souvenaient, je veux dire, depuis le dernier cessez-le-feu de novembre 2014, c'est ça 2024, j'enlève 10 ans, je nous rajeunis tous de 10 ans. Depuis 2024, il y avait eu 15 000 violations de cessez-le-feu quand même. Il faut monitorer, enfin surveiller par la FINUL, donc il ne faut pas l'oublier. Donc les Libanais, même chiites, en avaient un peu marre de ce Hezbollah. Mais là, je crois qu'ils en ont surtout marre d'Israël. Et donc, c'est un peu compliqué, la situation pour le président Aoun. Donc, il marche quand même sur des œufs et il n'avancera pas plus loin s'il n'a pas des garanties, et je parle un peu, s'il n'a pas des garanties de puissance régionale majeure avec des moyens. Parce que faire respecter le cessez-le-feu, s'il n'a pas les moyens, et si surtout le président du Parlement libanais n'est pas d'accord on ne lui tord pas le bras à lui aussi, parce qu'il ne faut pas non seulement tordre le bras du Hezbollah, parce que là, c'est l'Iran qui a tordu le bras du Hezbollah. Le Hezbollah obéit à l'Iran, mais avec parfois des petites appréciations personnelles. Et surtout, je vous dis, si Nabi Berri n'est pas d'accord pour faire accepter tous les accords qui seront passés avec les Américains, il ne convoquera pas le Parlement, il n'y aura pas d'accord. Et ça traînera encore une éternité. Donc là, Israël, d'ailleurs, dans ses frappes, et j'en finirai par là, Israël, dans ses frappes qui ont visé, ces frappes meurtrières, qui ont fait plus de 300 morts, enfin, je veux dire, qui ont été terribles, le mercredi noir, qui a été appelé le mercredi noir par les Libanais, a visé pas seulement des cibles Hezbollah avec toutes les familles qui vivaient autour, mais a visé des cibles Amal. Donc il y avait un petit message subliminal envoyé au mouvement chiite Amal en disant maintenant vous arrêtez de plaisanter avec le Hezbollah. Donc on va voir comment tout ça va se mettre en place. C'est très fragile. La population libanaise est heureuse de ne plus recevoir de bombes dans la partie qui n'est pas le fleuve Litani, alors comme l'a dit très justement Ziad, dans la partie au sud du fleuve Litani, Israël n'a pas l'intention de se faire dicter sa loi. Mais on verra jusqu'où Donald Trump est prêt. Il peut lâcher tout, il n'a pas d'alliés. Julie, pour rebondir sur ce que disait il y a quelques instants Patricia, qui pour garantir justement le respect de ce cessez-le-feu? On a vu notamment que la France, sur ce dossier, pour des raisons historiques évidentes, essaye... depuis plusieurs semaines d'avoir son influence. Elle a beaucoup de mal face à Donald Trump, face aussi à Israël. On a vu notamment ces échanges extrêmement désagréables de l'ambassadeur israélien à Washington qui dit clairement à la France vous restez loin de ce dossier, vous n'avez rien à faire avec ces négociations, qui du coup
pour veiller à ce que le cessez-le-feu soit respecté et pour trouver tout simplement un accord de paix, parce qu'on voit que les positions sont extrêmement divergentes pour le moment. C'est effectivement la grande question qu'on se pose et il n'y a pas de réponse évidente, puisque la France aurait pu jouer un rôle, mais comme vous l'avez dit, elle a été clairement mise de côté de façon assez vulgaire, si j'ose dire, par l'ambassadeur israélien aux États-Unis, qui n'est pas un diplomate de carrière, et ça s'est vu. Mais ses propos avaient le mérite d'être clairs, c'est-à-dire que c'était une position d'Israël depuis quelques mois, parce que la crise est très forte entre la France et Israël. Il l'a dit, voilà, on a vu des échanges assez étonnants entre Paris et Israël. Maintenant, qui pour garantir ce cessez-le-feu? C'est très compliqué, puisque effectivement, on est face à les États-Unis et Israël qui ont disqualifié les Nations Unies. On sait que le mandat de la FINUL se termine en décembre, que ni l'un ni l'autre ne veulent qu'il y ait un prolongement. Ça a été dit très clairement cet été. Ni l'un ni l'autre, donc ni Israël ni les États-Unis. La France avait indiqué qu'elle espérait travailler avec les Libanais une forme de continuité. On ne sait pas du tout quelle forme ça va prendre. Donc les regards se tournent vers un acteur ces derniers jours qu'on attendait peut-être un peu moins, c'est l'Arabie Saoudite, qui a changé un petit peu de position à la faveur de cette guerre et qui peut-être pourrait, donc MBS également échaudé par les propos de Trump à son encontre ces dernières semaines, et qui peut-être verrait son intérêt à avoir un Liban qui ne soit ni sous tutelle israélienne, en fait tutelle sous influence, on va dire, une normalisation, ni sous tutelle iranienne. On verra dans les semaines qui viennent ce que Riyad fait. Et le président Aoun est visiblement toujours en train de s'exprimer. Il affirme il y a quelques instants que son pays n'est plus, je le cite, le théâtre des guerres de qui que ce soit. Donc le président Aoun qui réaffirme autant qu'il le peut, disons, sa fermeté par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Le Hezbollah, en tout cas, qu'on disait, Ziad, encore il y a quelques mois, largement affaibli, notamment après l'épisode des beepers, vous diriez qu'il sort quand même renforcé de cette confrontation avec Israël ? Je sais pas, renforcer. En tout cas, on le disait, moribond. Les coups si on prend un prisme un peu plus long, les coups sont quand même assez rudes. La perte du leader charismatique, les fameux, vous vous rappelez les petites, les trucs qu'il y avait dans les téléphones, les beepers, les éliminations de la hiérarchie N-1, N-2, N-3. Il semblerait qu'ils sont, même en se défendant, ils sont sur le repli, sur le recul dans le sud du Liban. Donc, militairement et techniquement, quand même, c'est un mouvement très affaibli. Par contre, vous l'avez dit un peu toutes les deux, c'est que dans l'opinion publique, ce qui relevait dans une partie de l'opinion publique, parce qu'encore une fois, dans le monde chiite, le Hezbollah et Hamal et tout ça, ça reste très vivant. C'est pas que des guérilleros, c'est pas que des gens qui font péter des bombes, c'est aussi une société, une sensation politique. Mais je pense que l'opinion libanaise a quand même évolué à cause de la violence de l'attaque israélienne, des bombardements, de la destruction du Sud, parce que la destruction du Sud, quand vous avez un ambassadeur qui dit « bon, je vais essayer de sauver les villages chrétiens », je crois que c'est l'ambassadeur américain qui a quand même sorti cette énormité. C'est comme celui qui est à Washington, visiblement, ils ne sont pas des spécialistes de... Donc je pense que les Libanais, et je pense que le président Aoun exprime d'une certaine manière cette exaspération de cette violence, et donc du coup, si j'osais, en termes de relations externes publiques, il y a une part de moins de... Le nœud est un peu desserré pour le Hezbollah. Un dernier mot, Patricia, avant les dessins. Rapidement, le Hezbollah, on l'a cru affaibli, mais c'est incroyable. Les chaînes d'approvisionnement sont reparties de plus belle entre le moment du cessez-le-feu et la guerre qui s'est déclenchée là. Il s'était totalement reconstitué. Et aujourd'hui, il a encore beaucoup d'armements dans la plaine de la Beka qui n'a rien à voir avec le sud du Litanie. D'où les déclarations de Benjamin Netanyahou et d'où la fureur de Donald Trump. Les dessins concernant la situation au Liban. Alors, vous avez parlé de la fragilité de ce cessez-le-feu. Voilà comment l'illustrer avec 3 coups de crayon. C'est le dessinateur Amorim, brésilien. C'est une métaphore assez simple, mais que je trouve jolie.
de ce ballon au milieu criblé de balles, enfin pas encore criblé de balles, dans ce champ de balles. Alors après, les négociations commencent. Alors je vais vous donner plusieurs versions, plusieurs visions de ces négociations. D'abord celle de Hani Abbas, dessinateur syrien et palestinien. Comment le Liban se retrouve à commencer à discuter avec Israël. Alors lui, il voit une petite différence de rapport de force, visiblement. Je pense que le dessin se passe de commentaires. Vous aurez reconnu, grâce au petit drapeau sur sa veste, le personnage géant de gauche. Ça, c'est la première vision. Alors, négociation d'autant plus difficile, selon Fahd Bahadi, autre dessinateur syrien, que, bien oui, il y a la dimension Hezbollah, évidemment, qui complique la tâche des négociateurs libanais. Le Hezbollah, donc, effectivement, pour Fahd Bahadi, qui est lui aussi en difficulté, mais le sort du Liban est clairement lié à son sort à lui. Et enfin, pour essayer de terminer sur un sourire, un peu plus de légèreté sur des sujets aussi graves. Dans ce cas-là, c'est bien de se tourner vers Lasserpe, dessinateur français bien connu sur ce plateau, qui lui nous illustre le retour des négociations à Washington par les négociateurs libanais. Je me suis fait engueuler pour mon costume. Alors, est-ce qu'on voit le dessin ? Ce Parce dessin. qu'évidemment, c'est plus drôle quand on le voit. Je me suis fait engueuler pour mon costume, dit le négociateur libanais. Je t'avais dit de te changer après le bombardement. Lui répond sa femme. C'est amusant. Un peu de légèreté. Merci beaucoup, CAC. Allez, on en vient maintenant au dernier thème d'une semaine dans le monde. Ce soir, la tournée historique du pape Léon XIV sur le continent africain. Elle a débuté lundi dernier. Elle se déroulera jusqu'au jeudi 23 avril. Algérie, Cameroun, Angola et Guinée équatoriale au programme. 4 pays, 12 villes. Le pape, dont les prises de parole, notamment en Algérie et au Cameroun, ont pris une dimension politique. On y reviendra. Le pape qui, parallèlement à cette tournée, est la cible de l'administration américaine et surtout de Donald Trump, piqué au vif par les critiques du souverain pontife envers sa guerre au Moyen-Orient. Donald Trump qui a par ailleurs choqué cette semaine de nombreux catholiques en partageant une image générée par IA, le mettant en scène comme un nouveau Christ. Il a finalement dû supprimer cette publication. On va écouter tour à tour Donald Trump, c'était en début de semaine, puis le pape Léon XIV, c'était hier au Cameroun. C'est un homme qui pense qu'on ne devrait pas s'en prendre à un pays qui veut une arme nucléaire pour pouvoir faire exploser le monde. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. Heureux les artisans de paix, mais malheur à ceux qui manipulent la religion au nom même de Dieu pour leurs propres intérêts militaires, économiques ou politiques, entraînant le sacré dans l'obscurité et l'impureté. Julie, avant de revenir sur cette tournée africaine, sur ce bras de fer, alors pourquoi c'est aussi virulent du côté de Donald Trump? Et puis la réponse quand même de Léon XIV, elle était aussi assez ferme, on va dire? Oui, assez inhabituelle pour un pape? Ça a un petit peu, polarisé le début du voyage du pape, même avant qu'il monte dans l'avion, avant son étape algérienne. Ce qui est intéressant, c'est que le pape a construit son message et sa réponse à Donald Trump petit à petit. On a senti qu'il s'est affirmé. Son propos a été à la fois très réfléchi, bien sûr, mais de plus en plus ferme face à Donald Trump, qui n'a manifestement pas l'habitude. Donc, il lui aussi est un petit peu monté en gamme et en puissance. Mais ces propos sont inédits, évidemment, de la part d'un président américain. Le pape en a profité pour dénoncer, alors pas forcément à l'adresse seulement de Donald Trump, mais de tous les dirigeants africains des pays où il s'est rendu. Il a évoqué les tyrans, ces hommes de pouvoir qui dépensent des milliards dans des guerres au lieu de les dépenser dans le soin pour les populations. Donc, notre correspondant permanent au Vatican accompagne le pape dans toute sa tournée, donc d'Alger à la dernière étape, c'est la Guinée équatoriale, je crois. C'est ça. Et a écrit quelque chose à changer en lui, donc sur cette tournée. Et c'est intéressant, on le voit d'un point de vue à la fois la façon dont il s'exprime et également dans le champ lexical, dans son propos même. Cette diatribe contre le pape et puis ce partage sur les réseaux sociaux d'une photo donc générée par l'IA, je ne sais pas si on va pouvoir la voir. On voit en tout cas Donald Trump représenté donc en Christ guérissant un malade avec sa main. Ce genre de... Enfin, c'est quasi blasphématoire. Ça ouvre quand même une crise avec les catholiques américains. On parlait des midterms justement tout à l'heure avec Ziad. C'est un peu risqué Ziad avait de sa raison de part. parler des midterms, parce que c'est quand même une obsession de Donald Trump. Mais là, si vous voulez, il a franchi une limite pour les chrétiens
parce que je dis chrétien à juste titre, parce que cette image est christique. Elle ne s'adresse pas qu'aux catholiques. C'est l'image du Christ qui va soigner quelqu'un qui est malade. Et le Christ n'est pas le Christ puisque c'est Donald Trump. Donc, si vous voulez, c'est blasphématoire aux yeux de tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient protestants, j'ai envie de dire, parce que tout le monde se rassemble autour du Christ. Alors, par rapport à sa base évangélique, je pense qu'évangéliste, ça ne fera pas beaucoup bouger. Néanmoins, au sein de la base républicaine, qui se partage entre catholiques et évangélistes, eh bien, ça n'a pas plu. Parce qu'il a touché à quelque chose qui est de l'ordre du religieux, et malgré tout, les Américains... On voit ici l'image. Voilà, même s'il y a dans la Constitution, la religion et le politique sont séparés, il y a malgré tout chez les Américains un attachement à la religion que nous avons perdu chez nous. Et donc là, il a franchi une limite, et donc il va le payer. Il va le payer s'il y avait des élections aujourd'hui, il le payerait dans les urnes. On va voir s'il sait se rattraper, mais pour l'instant, il s'enfonce plutôt. Ziad, maintenant sur cette tournée africaine, on le sait, c'est le premier voyage choisi par Léon XIV, celui dont il a donc décidé seul du contenu, disons, sans être tenu par les promesses donc, de son prédécesseur, ce qui est aussi une tradition. Pourquoi est-ce que c'est si important pour lui l'Afrique? C'est pas important pour lui, c'est important pour le catholicisme. Pour le catholicisme, pour la papauté, etc. L'Afrique, c'est, je me corrigez si je me trompe, c'est 20, 25, peut-être plus % des catholiques du monde. C'est là où c'est le plus dynamique, c'est là où c'est le plus, sans utiliser de manière négative le mot, c'est là où c'est le plus populaire aussi, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de hiérarchique, c'est pas quelque chose d'élitiste. C'est vraiment, on est dans la relation entre l'humanité et le vicaire. Donc ça fonctionne assez bien. Donc les enjeux sont majeurs. Et puis on pensait que c'était un monsieur assez discret. On nous l'avait vendu un peu comme ça. On découvre qu'il a quand même travaillé son propos, qu'il est venu avec des thématiques qui parlent encore une fois aux gens, qui ne parlent pas forcément au gouvernement. Donc quand il parle de corruption, quand il parle de droits de l'homme, quand il est en Algérie... Quand il parle de pont le pont dans la Méditerranée... Oui, et puis en Algérie, il a dit que les autorités ne sont pas faites pour dominer, mais pour servir le peuple et son développement. Tout ça, c'est des messages extrêmement directs. Le format aussi est intéressant parce qu'on revient à des formats Jean-Paul II, c'est-à-dire des très très grandes tournées, des caravanes des grands messes, comme aujourd'hui à Douala, 120 000 personnes. C'est ça. Et puis, il y a aussi des aspects, des enjeux très politico-religieux parce que cette église africaine, elle n'est pas forcément alignée sur l'Église de Rome. Elle, d'abord, sur un certain nombre de sujets sociétaux, elle est plus conservatrice, ce qui est surprenant, on pourrait le penser. Par exemple, sur la question de l'homosexualité, de la reconnaissance LGBT. L'Église catholique, pas toute, mais en tous les cas, celle qui est incarnée par le pape, a fait un pas en avant, qui n'est pas du tout un pas reconnu par la hiérarchie en Afrique. Et la deuxième chose, c'est que pour beaucoup d'Africains, cette église catholique dans laquelle ils espèrent s'incarner, où ils ont des postes, il y a des cardinals de la curie maintenant, qui sont très influents, etc., ils trouvent que c'est un fonctionnement, excusez-moi du terme, un peu néocolonial. C'est-à-dire cette religion qui est arrivée, quand même, il faut le dire, avec les colons, qui s'est installée avec les colons, on se rappelle de l'image du prêtre dans Tintin ou dans je sais pas quoi, on va leur apprendre le français ou l'anglais avec le type avec la croix. Il y a une espèce de force intérieure à l'Afrique qui dit, nous, on voudrait une église qui se rapproche de nous. D'où le danger de l'évangélisme. Et qui conquiert les âmes. Je ne parle pas du protestantisme, je parle vraiment de l'évangélisme, le prosélytisme qui vient du Brésil, qui vient des États-Unis, qui vient de toutes sortes d'endroits et qui ont un discours très simple. Ils vous promettent la paix éternelle. C'est tellement facile de retourner des gens qui ont des problèmes économiques, de survie quotidienne en leur disant « mais moi, je vous offre un immense boulevard vers la lumière ». Et ça marche bien. Et donc l'Église, elle doit se battre contre ce discours-là qui est assez redoutable. Julie, un dernier mot là-dessus. Justement, l'objet aussi de ce déplacement, c'est de contrer la progression de ces églises évangéliques qui, elles aussi, sont très dynamiques sur le continent africain. Oui, tout à fait. Mais ce que je retiens, moi, de ce voyage, c'est effectivement, dans le message du pape, à chaque fois qu'il se déplace, il s'adresse aux populations qui viennent le voir et son message porte au-delà.
Et là, comme l'a dit Ziad, il a brassé des thèmes en s'adressant aux dirigeants face à la société civile. Et c'est quelque chose qu'il a filé tout au long de son déplacement, et on doit encore le voir dans les jours qui viennent. Donc oui, son message porte bien au-delà de ce qu'il a dit, par exemple, aujourd'hui au Cameroun, à Douala, ou dans les jours qui viennent en Angola. Allez, Kak, les dessins sur le voyage papal sur le continent africain. Oui, alors il fallait choisir, comme il y avait le sujet Donald Trump versus le pape et le voyage en Afrique. J'ai trouvé qu'on avait assez parlé de Donald Trump, en général, et ce soir aussi. Je vous l'accorde. Donc je me suis concentré pour les dessins sur le voyage en Afrique. Juste, si ça doit coûter cher à Donald Trump, cette image, je pense qu'il aurait dû demander au dessinateur de presse. On lui aurait dit, il ne faut pas dessiner le prophète. Clairement. Donc, sur le voyage en Afrique, on va commencer par ce dessin de Rodot, dessinateur français, sur les motivations. Les évangéliques nous bouffent trop de parts de marché, dit le pape. Il faudrait relancer un plan marketing offensif. Voilà, donc ça vous donne le point de départ. Hein. On sait d'où on va. C'est comme ça, en tout cas, que le voit Rodot. Alors, une fois que, maintenant, ensuite, il faut s'habiller. Alors, voilà comment le dessinateur syrien Fares Garabet voit le nouveau pape. Et là, c'est la crosse, tout d'un coup, qui est changée. C'est juste un gag graphique. Assez beau, d'ailleurs, dans les couleurs, entre le noir et l'or. Très beau dessin. Très bon dessinateur syrien, Faras Garabet. Et puis ensuite, alors on arrive sur place. Alors comment le reçoivent les Africains, ce dessinateur de Vado, qu'on ne présente plus, dessinateur belge, dessin paru dans Le Vif. C'est le taré qui nous a coupé USAID. Non, lui, c'est un Américain fréquentable. Vous voyez, même quand on ne veut pas parler de Donald Trump, il revient par la porte. C'est incroyable. Et terminons par ce, je trouve, génial dessin de Glé, aussi très connu, dessinateur du Burkina Faso, dessin fait pour mon frère d'RFI. Au Cameroun, aujourd'hui, le pape Léon XIV continue son voyage en Afrique. Vous aussi, chef d'État à vie. Pas mal. Joli. Très mal. Merci beaucoup, Kak. Merci à tous les dessinateurs pour leur participation ce soir. Merci Julie, merci Patricia, Ziad. Cette émission est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité de ce vendredi dans quelques minutes.